Dans le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, le doute s'installe dès la première minute. La violence s'immisce autour d'un seul mot, la vérité. Dans l'arène du procès se met en place une machine qui expose, broie et dissèque jusqu'à flouter la frontière entre culpabilité et légitimité. Le rêve de Victoire était de devenir avocate. Son premier combat sera de se défendre elle-même. Elle découvre alors que le droit peut être utilisé contre elle et que la justice ne protège pas toujours. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Céline Martelet. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez tous les détails dans la description de l'épisode. J'ai passé la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence dans le Nord. Mes parents se sont séparés depuis que j'ai 4 ou 5 ans. C'est ma mère qui nous éduque, mon frère et moi. Et donc, c'est un modèle pour moi et mon frère en termes d'affirmation de soi, de confiance en soi. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a des valeurs de liberté, d'indépendance, de respect, et qui va nous éduquer, mon frère et moi, dans ces valeurs-là, toute notre enfance et une partie de notre vie, quoi. Je pense que ça joue beaucoup sur ce goût que je vais développer pour les droits de l'homme. Et donc, évidemment, la question du métier que je vais faire à la fin de mes études va se poser. Et pour moi, le métier d'avocat, c'est celui qui me permettra le plus d'atteindre mes objectifs, de défendre certains droits. Pour moi, le métier d'avocat ne comporte que des avantages et des qualités. Je décide de quitter Lille à la fin de ma licence de droit. Je sais qu'il y a des facs un peu plus prestigieuses à Paris. Je sais que j'ai les capacités et les notes pour accéder à ces écoles-là. Et du coup, je postule dans plusieurs facultés. Pour cette raison, principalement en Master 1. Je fais mon Master 1 en droit public à Nanterre. J'ai 21 ans. Je suis super contente. Je me refais des amis. J'ai certains amis qui ont quitté Lille pour venir s'installer à Paris et poursuivre leurs études en même temps que moi. Donc, on continue à se fréquenter, mon cercle d'amis s'élargit. J'adore ma première fac à Nanterre et j'adore la Sorbonne où je fais mon Master 2 aussi. Donc on a énormément de cours toute l'année et donc on a le choix entre un stage et une alternance et le stage doit faire au minimum 3 mois. Donc on est en 2017 et je fais mon stage à partir du mois de mars. Quand j'arrive dans le cabinet d'avocat, ce qui est assez cool, c'est que on est énormément de stagiaires, 4 ou 5 avocats, donc un associé et des collaborateurs et collaboratrices, et peut-être une dizaine de stagiaires. On crée très très vite une bande d'amis, on est tout le temps ensemble, on a des horaires assez denses. Qui dit cabinet d'avocat dit on arrive tôt et on part tard. On est payé au lance-pierre, mais on s'en fout. Tout le monde a envie de devenir avocat et on se crée un groupe d'amis avec des filles, des garçons super solides. Donc c'est assez motivant d'aller travailler tous les jours avec des gens qu'on apprécie. Avec les avocats, il y a un rapport hiérarchique qui est beaucoup plus fort et on répond à 2 patrons dans le cabinet. L'un qui est très professionnel, qui est adepte du vouvoiement, qui a une distance avec les stagiaires, qui ne va jamais boire de verre avec nous. L'autre qui est un peu la version dépravée du patron. Il s'appelle Marc et vraiment tout le monde le considère comme tel. Il arrive souvent en retard parce qu'il est sorti la veille, il a une allure débraillée, il tutoie tout le monde. Et c'est pas quelqu'un d'intéressant, donc il a juste l'air un peu moins successful que le premier, on va dire. Et donc je cumule le stage, la fin de la rédaction de mon mémoire de recherche et des castings et des petits jobs en tant que mannequin. Donc je fais ça sur ma pause déj, le week-end. Il va y avoir une journée de stage assez difficile pour moi parce que je rends un travail et la collaboratrice à qui je rends ce travail va se plaindre à un de nos patrons du fait que je ne l'ai pas rendu, ce qui est faux. Et en sortant du cabinet, je m'effondre et je croise un collègue juriste et un collègue stagiaire avec qui je m'entends très bien et qui me propose d'aller boire un verre. Marc est présent et va boire un verre avec nous. À cette occasion, Marc va
me dire que des stagiaires ont trouvé ce qu'on appelle un book, en tout cas des photos de mannequins de moi sur Internet. Donc il faut savoir que quand on fait du mannequinat, en général, on n'a pas son nom de famille associé aux photos. Donc ils ont fait des recherches, ils ont trouvé mes photos. Donc c'était juste des photos de mannequins, quoi. Rien de transcendant. Mais il s'avère que sur une des photos, on voyait, je le cite, Marc, mes tétons par transparence, et que du coup, ce Marc avait décidé de me surnommer Téton. Et donc là, je suis ulcérée, et mes 2 collègues qui sont avec moi ont la même réaction et le même choc face à cette révélation de Marc. Et on va tous les 3 lui demander « Mais pourquoi tu dis ça ? Et pourquoi tu dis ça maintenant ? Pourquoi tu choisis un moment où je suis dans un état... j'ai passé une mauvaise journée et une mauvaise fin de journée. Pourquoi tu choisis ce moment pour me dire ça ? Et je me dis juste que il est complètement à côté de la plaque et qu'il se rend pas compte que ses propos sont dégradants et sexistes. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Je termine mon stage au mois de juin-juillet, donc après 3 mois au sein du cabinet d'avocat, et j'obtiens mon master 2, j'ai les résultats à peu près à la même période, et je décide de ne pas passer le barreau dès le mois de septembre qui suit, et de le passer au mois de septembre de l'année suivante pour avoir le temps de faire une préparation au concours du barreau, pour entrer à l'école d'avocat et in fine devenir avocate. Donc à la fin du mois de septembre 2017, je vais à une soirée d'anniversaire donc de l'un de ses anciens stagiaires. On se retrouve dans un bar du 11e arrondissement, vers les coups de 1h du matin. On a toujours envie de s'amuser, de faire la fête, donc on se demande comment poursuivre la soirée. On se met d'accord entre nous et on décide d'aller chez cette amie juriste du cabinet dans le 10e arrondissement. Il y a d'autres amis de ce juriste qui sont là, et également donc un de nos anciens patrons, Marc. Il a l'air d'être encore une fois en lendemain de soirée, donc pour certains, il a pris de la drogue la veille, pour d'autres, il a fait after. Bon, nous, on s'en fiche, hein, on fait notre soirée, mais dû à ça ou pas, je ne sais pas, il veut parler avec plusieurs stagiaires, et donc il va me proposer d'échanger avec lui. Et moi, je m'en fiche vraiment, j'ai rien à lui dire. J'ai 23 ans à ce moment-là et lui en a 35. Et donc, je repousse le moment de lui parler et à plusieurs reprises, je lui dis oui, tout à l'heure. Et puis, je continue à parler avec des gens de mon âge qui m'intéressent plus. Plus tard dans la soirée, donc là, les invités commencent à partir. Et moi, je décide de rester parce que je passe vraiment une super bonne soirée. À la fin de la soirée, il n'y a plus que moi, Marc, et le juriste chez qui la soirée se déroule, ce qui ne m'intimide pas du tout. Moi, j'ai beaucoup d'amis garçons, peut-être dû à mon éducation ou à ma vision des choses. Je ne me sens pas du tout en danger ou pas à ma place quand je suis la seule femme dans la pièce. Et à un moment donné, je vais aux toilettes. Et en fait, pour aller aux toilettes, il faut passer par la chambre. Donc, j'y vais tout simplement. Et en fermant la porte, je me rends compte que Marc m'a suivie. Et donc je lui dis, je vais aller aux toilettes, et puis tu vas rester là, va-t'en. Donc je ferme la porte des toilettes, je fais ce que j'ai à faire, et quand je sors, il est toujours dans la chambre. Et là, il s'accroupit en face de moi. Il me fait clairement des avances sexuelles. Il mime avec ses mains le fait d'écarter mes cuisses. Il ne le fait pas, mais il le mime. Et il sous-entend que il me propose un cunilingus et il me dit, parce que je refuse, hein, il me dit que je n'aurai rien à faire et qu'il s'occupera de moi. Là, je vrille et je lui dis, pas du tout. Je vois absolument pas pourquoi tu me proposes ça. Je pense que tu as trop bu. Donc on sort de cette chambre et là, quand même, je suis très énervée et je reste un moment sur la terrasse pour me calmer. Et Marc ne va plus m'adresser la parole. Donc je reste à cette soirée parce que je n'ai toujours pas peur. J'ai dit non, il s'est arrêté, il ne dit plus rien.
On continue à discuter, donc surtout avec mon ami juriste. Là, il est vraiment tard, donc la soirée se termine définitivement. Le juriste chez qui on est me propose d'aller dormir dans son lit et lui de dormir sur le canapé. Et je refuse. Je lui dis que je vais m'assoupir sur le canapé quelque temps avant de reprendre les transports en commun parce que j'ai plus de batterie, j'ai pas de chargeur. Et Marc refuse de rentrer chez lui. Pour moi, c'est son problème, je m'en contrefous. Et donc, mon ami va se coucher dans sa chambre. Moi, je m'allonge sur le canapé, enfin, je m'allonge à moitié. J'ai encore mes chaussures aux pieds, je m'affale un peu sur la coudoir et je m'apprête à dormir. Et Marc va décider de s'assoupir sur le même canapé que moi. C'est un grand canapé de 3 places, où on peut être 2 personnes allongées, même l'une à côté de l'autre, sans se toucher. Donc je m'endors sur le canapé. Avant que je m'endorme, il va quand même me dire que je ne sais pas ce que je rate. Et moi, ça me fait trop rire, en fait. Je me dis, mais minable, en fait, le mec. Et en fait, je suis réveillée, je porte une jupe, et je suis réveillée par une pénétration vaginale, en fait. C'est ça qui me réveille. Donc je vais essayer de le repousser, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord, et en fait il a une emprise physique sur moi. Déjà moi je me réveille, donc s'imaginer être réveillée par ça et devoir réagir tout de suite. Et en plus j'ai peur de bouger le bas de mon corps, parce que j'ai peur qu'il voit ça comme un mouvement sexuel de plaisir, donc j'utilise que mes bras pour le repousser. Et en fait, il va me mettre sur le dos et poursuivre son viol, et ça va s'arrêter spontanément parce qu'il va se retirer. Et donc, dès qu'il se retire, je me lève, je baisse ma jupe et je prends mon sac à main et je m'apprête à partir. Et juste avant de quitter l'appartement, je me retourne pour voir s'il me suit. Et je le vois la tête dans les mains, en train de dire « Oh non, qu'est-ce que je viens de faire ?» Donc je suis dans la rue, je pleure, je sais ce qui vient de se passer, je sais que c'est un viol. Et je suis extrêmement stressée, un niveau de stress que je n'ai, à ma connaissance, jamais vécu. Et j'arrive tant bien que mal devant une station de métro, donc à Gare de l'Est. Et là, je me sens incapable en fait de rentrer dans une station de métro avec mon mascara qui a coulé jusqu'au cou, mes cheveux en bataille, mon état de choc. Je me sens absolument incapable de rentrer dans une rame bondée de monde. Et juste à côté de la station de métro, il y a un hôtel que j'ai toujours pas de batterie, donc je ne peux pas appeler de taxi ou de Uber. Et donc je rentre dans l'hôtel et je vais voir la réceptionniste et je lui dis « Je suis en détresse, est-ce que vous pouvez m'appeler un taxi ?» Et au lieu de m'appeler un taxi, elle me dit « Écoutez, je vais vous servir un verre d'eau, vous allez venir vous asseoir avec moi et vous allez me raconter ce qui se passe. » Donc je m'exécute, je lui dis que je viens d'être violée par mon ancien patron. Et elle me dit « D'accord, je ne vais pas vous appeler un taxi, je vais appeler les secours. » Et moi, je ne réagis pas, en fait, je continue de pleurer. Elle met mon téléphone en charge pour que je puisse prévenir mes proches. Et j'attends dans le lobby de l'hôtel avec elle, donc les pompiers arrivent, puis les policiers. Et donc là, je leur explique comme à elle, j'ai été violée par mon ancien patron. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, si je leur donne son nom, c'est parti. Et moi, j'ai besoin déjà de redescendre. Et je refuse du coup de donner son nom à ce moment-là. Et je leur dis que je vais aller fumer une cigarette. Et ils me disent non, vous ne sortez pas, on vous laisse pas sortir, à partir de maintenant, vous restez avec nous. Ils m'indiquent qu'on va se rendre à l'UMJ, à l'unité médico-judiciaire, pour passer un examen post-viol avec un médecin. Et j'arrive à l'accueil des urgences, devant tout le monde. Je sais ou pense savoir que tout le monde sait ce qui vient de m'arriver. Enfin, j'ai quand même ma tenue de soirée, mon maquillage qui a coulé, je suis avec des policiers,
c'est assez évident que je viens d'être violée. Et donc j'ai honte, je voudrais me cacher dans un trou de souris et disparaître. Je me sens sale, j'ai vraiment une honte, un sentiment de honte que j'ai jamais ressenti. Ils me mettent dans une chambre tout au bout du couloir des urgences qui donne sur une cour. Et la police me dit que je dois prévenir mes proches. À ce moment-là, je sais pas si j'ai envie de le faire. En fait, tout va très vite. On me dit de faire beaucoup de choses. On me dit il faut déposer plainte, il faut donner son nom, il faut prévenir vos proches. Et moi, je suis pas lavée, je suis complètement choquée. J'ai toujours envie d'aller fumer. Ils me demandent de m'allonger sur le lit de la chambre. Et en fait, au moment de m'allonger, je me sens ultra vulnérable et je leur dis il est hors de question que je reste allongée sur un lit. Je vais aller fumer. Et vous pouvez rester avec moi si vous voulez, mais je vais aller fumer dans la petite cour où il y a personne. Donc c'est ce que je fais. Je fume clope sur clope. Et là, il y a plusieurs infirmières et médecins qui vont venir me voir pour me poser quelques questions sur ma contraception, mes vaccins. Et donc je vais répondre à leurs questions, ce qui va leur permettre de me donner une pilule du lendemain puisque j'ai pas de contraceptif. Ils vont me donner aussi également une dose de trithérapie en prévention d'une potentielle contamination au VIH. Donc la police insiste toujours pour avoir son nom. C'est hors de question pour moi de m'en prendre à un avocat. J'ai 23 ans, un master 2 depuis 2 mois en droit. Et je suis même pas inscrite au barreau. Et moi, petite étudiante fraîchement diplômée, je vais m'engager dans une procédure pénale contre mon ancien patron avocat. Ça me semble complètement ubuesque et en plus j'ai hyper peur de mener cette procédure dans une corporation, parce que c'est une corporation, les avocats. C'est un petit milieu, tout le monde se parle, et je ne veux pas être vue comme celle qui a dénoncé les faits d'un avocat, parce que j'ai peur pour ma réputation. Je suis même pas encore avocate, que j'ai déjà peur que ça me retombe dessus plus tard, et que personne ne veuille travailler avec moi en disant que je vais dénoncer ce genre de faits. Et je dois prévenir ma mère, mais je me demande comment je vais faire pour lui dire ça sans la traumatiser. Et donc je lui envoie un message complètement incohérent en lui disant « Je suis à l'hôpital, il faut que tu viennes, voici l'adresse, mais surtout ne t'inquiète pas. » Truc qui inquiéterait absolument toute mère sur Terre. Et elle me rejoint à l'hôpital et en fait, elle est aussi dans un état de choc, c'est-à-dire qu'elle ne manifeste aucune émotion alors que ma mère est quelqu'un de très émotive comme moi. Et elle me dit « Je suis ta mère et je te dis que tu dois déposer plainte, donc tu vas déposer plainte. » Ce qui en soi fonctionne. À ce moment-là, c'est peut-être la seule personne qui est légitime pour moi à me dire ça. Et là, on va attendre des heures qu'un médecin légiste soit disponible pour m'examiner. Mais je m'inquiète pas trop parce que je me dis ça va être comme un examen gynécologique annuel. Voilà. En fait, pas du tout. Déjà, je suis en état de choc. Et je ne suis pas du tout dans une situation normale. Donc, je vais avoir un interrogatoire par ce médecin légiste. Donc, vraiment, j'essaye de répondre le plus précisément possible. Et il y a une infirmière avec lui qui patiente à côté. Et il me dit, on va pouvoir passer à l'examen physique. Et là, je lui dis un truc que j'ose pas dire depuis le début de l'entretien. J'avais eu mal au ventre la veille et j'avais mis un tampon hygiénique. Et en allant aux toilettes pour les prélèvements d'urine, j'ai pas vu la ficelle de mon tampon. Et donc j'ai super peur. Je ne sais pas où est mon tampon et a priori il est pas au bon endroit du tout. Et donc j'ai honte, mais tellement honte de lui dire ça. Mais je lui dis je suis désolée, il faut bien que vous le dise parce que faudrait que vous l'enleviez en fait, parce que je vais pas rester avec un tampon coincé au mauvais endroit. Et là je passe à l'examen gynéco, qui est impossible en fait, parce que mon corps est complètement contracté. Donc je me retrouve à faire des exercices de respiration avec le médecin légiste pour qu'il puisse m'examiner. Ce qu'il parvient à faire, il retrouve mon tampon et il fait son certificat médical avec les constatations des différentes lésions qu'il a pu constater et le fait qu'il avait retrouvé ce tampon. Et après ça, je me rhabille et je prends un Uber ou un taxi avec ma mère pour rentrer chez moi. Et j'ai pas du tout le même
les mêmes sentiments sécurisants. Et en plus, ma mère, qui n'a pas réagi vraiment jusque-là, va s'effondrer à ce moment-là, en fait. Et en fait, là, je pète un cap parce que je supporte pas de l'avoir pleuré, en fait. Et là, je m'effondre, en fait. Je lui dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? On dort pas très bien, ni l'une ni l'autre. Et on se lève finalement assez tard parce qu'on s'est couché extrêmement tard et que juste le fait d'être debout, on est rincés toutes les deux, épuisées. Donc on va dans le commissariat du 12e, il me semble, parce que il y a une commissaire de police, femme, qui est spécialisée dans les sujets de violence sexuelle. Je prends mes vêtements portés la veille et je les mets dans des enveloppes Kraft, donc, comme le médecin légiste me l'a expliqué. Et en sortant du commissariat, donc on est déjà à la fin de la journée, puisque tout ça a pris très très longtemps, j'appelle l'ami juriste chez qui la soirée s'est déroulée. Parce qu'en fait, je sais qu'on est dans une procédure criminelle. Je suis pas spécialisée en droit pénal, mais je comprends que crime égale garde à vue égale perquisition, et que tout ça va être extrêmement traumatisant et lourd pour beaucoup de monde dans mon entourage. Et donc je l'appelle en lui disant « Marc m'a violée chez toi quand on était dans le salon, et je sors du commissariat, je viens de déposer plainte. » Il fait une chute de 10 étages parce que pour lui, Marc ne peut pas faire un truc pareil. Mais il me croit. Et donc je pense qu'on va se retrouver devant les policiers pour une confrontation et qu'il va avouer. Ce n'est pas du tout ce qu'il se passe parce que les policiers déjà vont attendre 10 jours avant de le mettre en garde à vue, le temps de récolter les résultats ADN, perquisitionner le lieu où le viol s'est produit. Donc il est en garde à vue une dizaine de jours après le viol. Garde à vue, il se rend sans son téléphone portable. Il nie les faits. Non seulement il nie les faits, mais en plus, il a une défense assez particulière parce que on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un qui nie les faits dise que le rapport a été consenti. Mais lui, il va en fait quasiment m'accuser d'agression sexuelle. Il va dire que c'est moi qui l'ai chauffé et que j'ai pris son sexe pour le frotter contre le mien. Ce qu'il ne sait pas et ce qui lui est opposé pendant la garde à vue, c'est le compte-rendu du médecin légiste. Donc, il ne s'attend pas à ce qu'on lui oppose des lésions vaginales constatées, au-delà même de l'ADN, ni à ce qu'on lui demande d'expliquer pourquoi on a retrouvé mon tampon écrasé au fond de mon vagin. Et pourquoi j'aurais entrepris même des préliminaires avec lui alors que je portais un tampon. Et donc là, sa stratégie va un peu s'effondrer et à l'issue de sa garde à vue va être mis en examen pour viol et placé en détention provisoire. Ce qui, selon mon avocate, est assez rare. Et elle me dit ne t'habitue pas trop à cette décision parce qu'il va bientôt sortir. Marc va effectivement sortir de prison. En revanche, ils vont le placer sous contrôle judiciaire renforcé selon mon avocate, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être à Paris. Et donc il doit aller vivre chez ses parents dans le Var, dans le sud. Et il n'a pas le droit de se rendre à Paris. Ça me fait du bien déjà de savoir que je vais pas le croiser, qu'il va pas pouvoir m'intimider ou me menacer, même si je suis déçue qu'il sorte de prison. Je suis soulagée de ne pas avoir à être confrontée à lui. Ce qui est super compliqué, c'est déjà tous ces symptômes de traumatisme. J'ai l'impression d'être complètement folle, de pas du tout me reconnaître. Je perds le fil de mes phrases. Je commence à parler de quelque chose, je sais pas terminer. Je me rappelle vraiment plus de ce que j'étais en train de dire initialement. Je me vois de l'extérieur. J'ai un dégoût alimentaire. Je ne dors pas. Quand j'arrive à m'endormir, je me réveille parce que j'ai fait un cauchemar. Vraiment, je sens que ça va pas bien. Donc c'est un psychiatre que je vais d'abord voir. Je suis étudiante, j'ai pas d'argent, pas beaucoup. Et du coup, je vais dans un centre de santé où il y a le tiers payant.
Et en fait, je rencontre une psychiatre qui m'écoute pendant 20 minutes. Je lui dis que je ne veux pas prendre de médicaments parce que je sais qu'il y a des effets secondaires terribles en termes de mémoire et que ma mémoire est déjà vraiment très affectée et que j'aime pas ces trucs-là en fait. Et elle me prescrit malgré ça 5 médicaments différents, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Donc elle me parle même pas de stress post-traumatique. Elle me dit que si je souffre autant, c'est parce que je n'ai pas assez souffert dans ma vie avant le viol. Donc en fait, en sortant de ce rendez-vous, je brûle l'ordonnance. En fait, j'ai besoin de concrétiser cette rage qui brûle en moi. Donc j'arrête ce suivi psychiatrique. Je décide d'aller voir une psychologue qui n'a pas de spécialité particulière. Et en fait, cette psychologue s'endort. Je fais 2-3 séances avec elle et elle s'endort devant moi. Donc je me dis, c'est si inintéressant ce que je lui raconte. Enfin, elle peut s'en foutre, mais franchement, c'est quand même au moins grave. Donc, de là à s'endormir quand même. Et donc là, j'arrête, en fait. J'abandonne tout suivi psychiatrique, psychologique. Je laisse complètement tomber cette partie-là pendant presque 1 an, en fait. Je laisse tomber totalement. Et il s'avère que je vois ma gynécologue, parce que j'ai aussi des dérèglements hormonaux dus au manque d'alimentation. Cette gynécologue va me conseiller une psychiatre qui fait de l'hypnose. Ça ressemble à de la méditation de pleine conscience, mais faite par un tiers, où on va juste se concentrer sur sa respiration, fixer un point, des choses vraiment très très basiques. Et malgré ça, à l'issue de la séance, je sors et je ressens la faim. Je n'avais pas eu faim depuis presque 1 an. Et je vais donc poursuivre cette thérapie parce que je suis vraiment convaincue. Puis je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui m'a d'abord écoutée, qui n'a pas essayé de me shooter, qui passe par une forme de thérapie qui marche. Vraiment, c'est en 1 heure, elle a réussi à amoindrir un symptôme qui me pourrit la vie depuis des mois et des mois. Donc je suis vraiment convaincue et je vais donc faire ce suivi en parallèle de ma préparation au barreau. Pour l'examen de septembre 2018, je sais que je vais me planter. Un des symptômes du stress post-traumatique, c'est les troubles de la concentration. Et effectivement, je me plante lamentablement. J'ai des notes vraiment pourries. Et ce qui est ultra choquant pour moi, parce que même si je savais que c'était mal parti, j'ai toujours été une super bonne élève. Je n'ai jamais été en rattrapage. J'ai eu des mentions. L'école, c'est hyper important pour moi. Et là, j'ai pas raté à 1 point l'examen. Je me suis vraiment rétamée. Et donc, ça va pas aider pour mon bien-être psychique, cet échec. Et donc, je me dis, je le repasserai l'année prochaine. L'instruction dure 4 ans. Et après, il y a des délais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'on renvoyait aux assises, il faut que la cour d'assises soit constituée. Donc en tant que telle, ça a plutôt duré 4 ans, plus 1 an de vide. Et donc tout ça fait qu'on arrive en cour d'assises seulement fin 2022, alors que le viol a eu lieu en septembre 2017. Pour une durée de 3 jours. Il s'avère que le premier jour, j'arrive en retard. Parce que je prends un Uber et que je suis bloquée dans les bouchons. Donc j'arrive en retard, je suis hyper stressée, je tremble, mais niveau 10. Et quand j'arrive dans la salle d'audience, tout le monde me regarde, puisque tout le monde est déjà arrivé. Le violeur est là, il comparaît libre, puisqu'il est sorti de détention provisoire dès le début de l'instruction. Il s'est marié avec sa fiancée de l'époque. Ce qui lui donne une certaine stature d'homme marié, entrepreneur, avocat. Marc a l'air très à l'aise. Il n'a même pas mis un costume, il a mis un pantalon de costume et un pull col V. Il a les mains dans les poches. Vraiment, on dirait que on est devant le tribunal de commerce pour un litige commercial. Il est très très à l'aise, pas du tout intimidé. Et il a beaucoup d'avocats. Il en a 3 associés de différents cabinets qui sont là avec lui, des grands pénalistes, entre guillemets. Et je suis avec mon avocate du début. Et j'ai également, quelques jours avant le procès, demandé à une association qui m'avait pas mal soutenue au téléphone et aidé à comprendre ce qui m'arrivait, qui est le collectif féministe contre le viol, le CFCV. Et en fait, une association peut se constituer partie civile. Et je leur ai demandé de le faire. C'est la femme
de Marc qui est interrogée en tout premier, ce qui me choque beaucoup parce que je trouve que s'il y a une personne qui a rien à voir avec les faits, c'est elle. Donc c'est un peu la caution morale de Marc. Puis c'est à mon tour, et puis c'est Marc qui est interrogé. Donc j'ai, selon lui, toujours frotté son sexe contre le mien. Je suis partie en claquant la porte parce que j'étais énervée qu'il ait refusé mes avances. Et sur les preuves médicales, lui et sa défense, ses avocats, leur stratégie, c'est de dire que j'avais des IST et que c'est ça qui a causé des lésions vaginales, que j'avais oublié mon tampon au fond de mon vagin et que toutes les constatations qui ont été réalisées par le légiste en fait ne sont que le reflet de mon manque d'hygiène et de mes errances quant au port de tampons, quoi. Il a évidemment révisé son discours avec ses avocats et c'est plutôt au moment des questions de la juge qu'on va voir son tempérament, qu'il va commencer à s'énerver, qu'il va dire que je viens d'un petit milieu et que mon échec professionnel est dû à ça, et que sa vraie personnalité va rejaillir dans le cadre des questions et après l'avoir cuisiné, quoi, quand le temps passe et que son discours appris par cœur n'est plus suffisant. Moi, je tremble, enfin ça fait du bruit, quoi, ça résonne dans la salle d'audience, mes talons qui tapent par terre, donc je dois sortir assez souvent. Il y a des témoins qui seront interrogés à la barre, donc essentiellement des anciens stagiaires qui étaient présents à la soirée. Et parmi ces témoins qui vont être entendus, il va y avoir une autre ancienne stagiaire qui a été en stage avant notre génération de stagiaires, on va dire, et qui, lorsqu'elle a appris ce qui m'était arrivé, s'est manifestée pour raconter ce que Marc lui avait fait subir également. Et donc elle vient, lors du procès, raconter cette histoire qui ressemble très bizarrement à mon récit. Dans le cas de cette victime, elle avait bu, on ne saura jamais si elle avait été droguée, mais en tout cas, elle n'était visiblement pas en état de quoi que ce soit. Elle s'était d'ailleurs réfugiée aux toilettes parce qu'elle se sentait trop mal. Et Marc l'a suivie aux toilettes, ce qu'il a fait avec moi, et il lui a imposé un cunilingus tel qu'il me l'avait proposé, donc elle permet de démontrer que déjà il l'a fait plusieurs fois et qu'en plus il a toute une stratégie. Cette victime n'a jamais déposé plainte. À l'époque des faits, elle n'en parle pas à la police. Et quand elle se manifeste auprès des forces de l'ordre pour raconter son histoire en lien avec la mienne, elle n'y pense pas parce qu'elle pense qu'elle n'a pas de preuves. Alors à l'issue du procès, donc on a toutes les plaidoiries et on attend le délibéré. Donc là c'est quelques heures d'attente assez interminables et difficiles où je reste avec tout mon entourage et on revient dans la salle pour l'annonce du verdict. Il me semble que le procureur avait requis 7 ans d'emprisonnement, notamment parce que Marc demeurait dans le déni de ce qu'il avait fait et que sans sanction, il n'y avait pas de possibilité de remise en question de sa part. Et la cour a suivi ses réquisitions et a condamné Marc à 7 ans de prison. Et 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est bien. 7 ans, c'est juste par rapport à ce qu'il a fait, sachant que les faits pour la seconde victime ne sont pas jugés, c'est simplement pour moi. Mais ça me correspond être une peine à la hauteur des souffrances que j'ai endurées, non seulement lors du viol, mais aussi pendant les années qui ont suivi. Donc il y a un mandat de dépôt. Et à ce moment-là, les policiers interviennent pour menotter Marc et le faire partir en camionnette à la maison d'arrêt pour commencer son incarcération. Je suis hyper contente de cette décision. Je fais même un post sur Instagram avec une photo de mes amis et je dis à tout le monde que c'est génial, qu'en France il y a une justice, que ça y est, c'est bon, on a compris ce que c'était les viols et que c'est super, qu'on doit tous être rassurés parce que maintenant ça va aller mieux. Enfin, je suis pleine d'espoir, je suis ravie. J'ai vraiment une période de plusieurs semaines de retour à la joie, quoi, une forme d'insouciance que j'avais vraiment perdue qui revient et je suis super contente, je vais faire la fête avec mes amis, en fait, je célèbre cette victoire et je suis vraiment convaincue que c'est juste et c'est tout ce que je voulais en fait, que ce soit juste. Ça ne dure pas parce qu'il fait appel, donc quand on fait appel, on n'est plus incarcéré, en tout cas emprisonné comme un détenu qui effectue sa peine, on est présumé innocent. Retour à la présomption d'innocence. Donc il a le droit de demander à être remis en liberté, ce qu'il va faire.
La première demande va être rejetée assez fermement. On va lui dire qu'il a pris 7 ans et qu'il y a trop de risques qui s'enfuient, qu'il a de l'argent, qu'il peut partir dans n'importe quel pays du monde et ne jamais revenir. Et il fait une deuxième demande, il peut en faire autant qu'il veut. Donc il en fait une deuxième, et là, ça passe. Là, il peut sortir, et toute la sérénité que j'avais retrouvée disparaît de nouveau, et je suis remise dans cet état traumatique intense. Et en plus, j'ai peur, parce que maintenant, je me dis qu'il a vraiment des raisons de se venger. Et c'est pas parce que c'est un col blanc qu'il n'est pas dangereux. La preuve, il a été condamné pour un crime aggravé, donc... je me sens pas du tout protégée et j'ai vraiment ça fait vraiment rejaillir beaucoup de symptômes des cauchemars, la peur d'être toute seule chez moi. Je commence les séances de MDR à ce moment-là, qui me convainc beaucoup. C'est comme l'hypnose, c'est assez rapide. On voit la progression assez vite, comme dans le cadre de l'hypnose, et donc je vais entamer cette thérapie et la poursuivre assez longtemps parce que j'ai encore des échéances de ce procès en appel qui arrivent, qui sont très traumatisantes, retraumatisantes. Le procès en appel arrive seulement 2 ans plus tard, presque 7 ans jour pour jour après les faits. Marc a eu un enfant entre les 2 procès. Il arrive avec une autre stratégie, beaucoup plus conquérant. Et comme le dit mon avocate, il va tout donner. Il nie toujours les faits, évidemment. Il ne sait toujours pas pourquoi il est là. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et il voudrait juste qu'on le laisse vivre tranquille avec sa femme et sa fille. C'est encore un procès qui va durer 3 jours. Ça va être encore très intense. Je resubis d'autres faits de victimisation secondaire où on me confronte sans sommation aux photos de reconstitution, où on explique encore que je me suis fait des lésions en utilisant du papier toilette ou parce que j'avais une mycose, enfin des choses très dégradantes qui en plus sont complètement fausses d'un point de vue médical. Ils sont bien sûr contestés par des experts à la barre, mais voilà, je le subis quand même. Et à la fin de ces 3 jours extrêmement éprouvants, franchement, je le sens moins bien. Il comparaît libre, il a une femme, il a un enfant, il a changé de stratégie, donc il est moins agressif, même si je m'en suis pris plein la tronche. Il a l'air moins infâme que la première fois, alors que le procureur requiert une nouvelle fois 7 ans de prison, eh bien, il va être condamné non plus à 7 ans ferme, mais à 2 ans ferme et 3 avec sursis. L'asso qui est toujours là, le CFCV, ses avocates, mon avocate, mes amis avocats, tous les gens qui sont de mon côté, on va dire, tout le monde baisse la tête, parce que tout le monde sait, en tant que juriste ou avocat, que 2 ans ferme, c'est rien du tout. Et qu'en fait, il va pas faire de prison ou très peu. Je sors de la salle d'audience parce que je ne supporte pas de le voir sauter de joie et de se réjouir de cette pseudo-victoire, en fait, qui, néanmoins, va être menottée et envoyée en prison aussi. Je rentre chez moi en pleurant toutes les larmes de mon corps, je me dis que je vais jamais me remettre. Ça va être très très dur. J'ai retrouvé des troubles du sommeil, j'ai perdu l'appétit encore une fois et je me suis dit mais mince, je vais tout le temps rester dans c'est infini, c'est un jour sans fin. Je commence à perdre mes cheveux. En fait, vraiment des touffes de cheveux, de stress, quoi. Et c'est la goutte d'eau, et donc là, j'accepte de prendre pour la première fois en 7 ans des antidépresseurs. Donc je déteste les effets, mais je décide que je dois passer aux médicaments parce que mon corps lâche, en fait, c'est plus possible. 6 mois après son incarcération, il va sortir avec un bracelet électronique, et à partir de ce moment-là, il réside à 400 mètres de mon lieu de travail. On est en mars 2025 quand il sort de prison avec ce bracelet électronique. Le juge d'application des peines prend en compte le fait qu'il va vivre à côté de mon lieu de travail et on n'en tire pas plus de conséquences que lui donner une interdiction de se rendre sur mon lieu de travail. Et ce port de bracelet électronique et ces interdictions ne vont durer elles-mêmes que 6 mois. Et donc Marc n'exécute plus sa peine depuis fin septembre, début octobre 2025. Il n'a plus aucune interdiction d'entrer en contact avec moi, ni de se rendre sur mes lieux de vie. Et je n'ai même pas la possibilité de savoir s'il vit toujours au même endroit. Donc je vais travailler tous les jours sans savoir si je vais le croiser, sans savoir ce qu'il peut se passer. Et si jamais il décidait de se venger, de me menacer, de me contacter, la seule chose que je pourrais faire, c'est aller au commissariat et commencer une toute nouvelle procédure judiciaire. Ce qui va me permettre de tenir,
c'est de rester dans l'action. Donc c'est super difficile de rester dans l'action quand la condamnation est devenue définitive. Moi, je peux pas contester la peine qu'il a eue. Mais en fait, je vais voir des avocats spécialisés dans cette matière et je me renseigne pour pouvoir assigner l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice en raison des délais excessifs de jugement et également en raison des atteintes à d'autres droits fondamentaux, donc l'interdiction des traitements inhumains et de sortes de faits de torture, en fait. Moi, j'estime que c'est vraiment de la torture. Atteinte au droit au respect de la vie privée et discrimination, qui sont des droits fondamentaux protégés au niveau conventionnel. Et mes avocats me disent, ça va être dur, étant donné que c'est aussi, pour moi, du fait de l'absence de justice, en fait. C'est la responsabilité de l'État, ce recours contre l'État, même s'il ne vaut rien sur sa peine, ça ne va pas permettre de le renvoyer en prison ou d'allonger sa peine. Ça me permettrait de voir les faits dont j'ai été victime reconnus, et ça, je pense que c'est important. Et je sais que quand j'en ai parlé à mes avocats au début, ils m'ont dit que voilà, j'avais aucune chance et que la jurisprudence a évolué, et c'est toutes ces victimes qui vont aller jusqu'au bout du processus qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Et je ne juge pas du tout celle qui décide de ne pas continuer ce parcours judiciaire, parce que je l'ai vécu, c'est un rouleau compresseur. Mais moi, être dans l'action, c'est quelque chose qui m'a permis de redémarrer à plusieurs reprises pendant ces 8 années, et force est de constater que me battre m'a permis de me relever, d'arrêter la médicamentation, de terminer ma thérapie également. Et voilà, je serai toujours sensible à ça, mais j'ai l'impression d'avoir fait les choses correctement et en phase avec ma personnalité. Et du coup, j'aimerais bien créer mon entreprise et utiliser les connaissances que j'ai accumulées pour éventuellement développer une app en soutien aux victimes. Je pense qu'il y a tellement à faire, qu'il y a énormément de place parce que rien n'existe et que la justice est complètement à la ramasse. Donc ça, ce sera un moyen pour moi de concilier un peu mes ambitions professionnelles, mon goût intarissable pour les droits fondamentaux. J'ai plein d'idées parce que il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, des tâches administratives qui sont extrêmement difficiles à vivre pour les victimes, de devoir documenter tout un tas de choses. Ça peut s'automatiser très facilement. Un avocat, on peut le payer aussi cher qu'on le souhaite. Il ne pourra jamais faire ces démarches-là à la place d'une victime. Il y a beaucoup de choses qui sont très simples à mettre en œuvre et qui n'existent pas, parce que malheureusement, j'ai décidé que je n'utiliserais pas ma 3e tentative pour passer le barreau, et que voilà, j'avais fait le deuil de cette carrière potentielle. J'ai un problème avec les tribunaux, je me sens pas bien, c'est un peu comme les gens qui aiment pas être dans les hôpitaux. Moi, les tribunaux, ça me fout les boules. Je me sens pas à l'aise. Et cette profession m'a un peu dégoûtée. Alors moi, je suis très contente des avocates qui m'ont représentée, mais en fait, je vois tout à fait le manque de moyens qu'elles ont, elles, parce que quand on est avocate de partie civile, ce qui pourrait m'intéresser, on n'est même pas une partie, on est partie civile dans un procès pénal, c'est le proc contre l'accusé, et donc ça me semble un peu titanesque, et j'adore mes avocates, et je trouve que ce qu'elles font c'est super, mais je leur laisse le soin de poursuivre ces combats-là dans ce cadre-là, parce que moi, voilà, j'y ai passé 8 ans, et ça me suffit. Ce qui me satisfait, c'est que la condamnation est définitive, donc plus personne ne peut m'opposer la présomption d'innocence. Et ça fait du bien, parce que oui, c'est un principe essentiel, mais il est vraiment instrumentalisé par les avocats de la défense, et en fait, ça suffit. Je suis très contente de ne plus avoir ce poids-là et de pouvoir dire oui, il l'a fait. Il est en prison, c'est un violeur, et il a commis un viol aggravé. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Céline Martelet. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours.
Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.